Bon, merci. Alors, je vais essayer, comme plus la journée va avancer, on en discute tout à l'heure, personnes qui interviennent, on va un peu aussi essayer de rebondir sur les interventions des personnes qui nous précèdent. Un peu comme en science, on est sur les épaules des géants qui nous ont précédés. Alors, je vais revenir rapidement sur la question, au début et à la fin, en fait, en parenthèse, sur la notion même de NIF, dont on a parlé tout à l'heure, dont Jacques et Madeleine ont parlé, dont Patricia vient de parler aussi, pour rebondir là-dessus. Et entre ça, je vais parler d'un cas spécifique du retour en formation, en fait, où comment on peut arriver à... comment le retour en formation peut rejoindre les jeunes NIF. Alors, NIF, ça fait penser à quoi tout de suite? Moi, quand j'ai entendu le terme la première fois, après avoir entendu NEET en anglais, et NEET en anglais dans le langage commun aussi, c'est quelque chose d'intéressant ou de... NIF, ça me fait penser beaucoup à NEF. NEF, vous savez c'est quoi? C'est à la fois, ça peut être une salle oblongue d'une basilique, qui est aussi un lieu de méditation. Alors, il y a quelque chose d'intéressant. Et nef est aussi associé à la nef des fous. Je ne sais pas si les gens ont vu la peinture classique de Jérôme Bosch du 15e siècle, qui est un genre d'embarcation, et on ne sait pas tout à fait si elle est immobile ou elle a une destinée, en tout cas, relativement incertaine. Et dans les deux cas, c'est quelque chose qu'on regarde de façon statique. Puisque là, c'est relativement indéterminé au moment où on le regarde, puisqu'on le regarde à un moment figé dans le temps. À ce moment-là, c'est statique. Mais ça donne très peu d'informations sur ce que c'était avant et sur ce que ça va devenir, contrairement à ce qu'on pourrait préjuger ou présumer dans les catégories de la pratique ou de l'action publique ou de la gestion. Alors, la partie de la population des NIF dont je vais parler, un peu comme celle dont a parlé Madeleine, s'éloigne de celle des étudiants invisibles auxquels Jacques faisait référence. Et moi, je dirais que pour ça, il faut quand même considérer que chez les NIF, ils n'ont pas tous la même situation, à la fois subjective et objective. Il y en a qui sont dans des situations un peu comme... On en fait une catégorie de la gestion en ce moment, mais ça remonte quand même à l'adolescence bourgeoise sous l'Ancien Régime, décrite par Philippe Ariès, qui parlait de la jeunesse bohème, qui voyageait et tout ça. Donc, c'est pas quelque chose de très nouveau. C'était quand même un moyen de se former, de grandir, mais c'était seulement réservé aux personnes aux jeunes qui venaient des grandes familles, parce que avoir les conditions pour voyager, quand on sait qu'on va revenir éventuellement au bout de quelques années, d'avoir exploré le monde, d'avoir élargi ses horizons et hériter éventuellement de l'entreprise de papa pour la faire fonctionner, c'est pas la même chose que de partir en voyage et revenir avec rien. Revenir avec rien au niveau du soutien social ou revenir avec rien au niveau aussi de la légitimité sociale que peut offrir, par exemple, dans nos sociétés actuelles, une qualification, une certification ou un diplôme ou quelque chose qui nous donne accès à certains emplois ou à certaines places dans la société. Et donc, on a des situations qui sont subjectivement et objectivement différentes à l'intérieur de ce groupe-là, on le dit depuis ce matin, et notamment basées sur d'autres caractéristiques que celles de la situation en cours, qui est d'être nini ou nana, ou bon, etc. Donc, à ce... Ouais. Oui, c'est ça, on a une discussion comme ça, mon collègue français ou ex-français. Alors, donc, il y a des sous-groupes de cette population-là ou de cette situation-là qui me semblent être davantage dans des situations de précarité. Et c'est particulièrement les jeunes NIF qui seraient à la fois inactifs, mais aussi qui n'ont pas ce capital social-là, ce capital culturel aussi, parce que c'est les deux, que représente le diplôme du secondaire chez nous. Alors, donc, les jeunes NIF sans diplôme, on peut les poser comme un groupe qui est particulièrement vulnérable dans le contexte actuel. Le diplôme du secondaire, le DES ou le DEP, là, il y a eu d'autres trucs, d'autres qualifications après, mais c'est vraiment
promu comme étant le socle, le facteur clé, et c'est promu dans l'idéologie, mais c'est aussi, c'est valide aussi dans les statistiques. Au Québec, comme dans l'ensemble des pays développés, l'absence de diplôme est associée, et ça, étude après étude, enquête après enquête, davantage de précarité à l'emploi, davantage d'emplois peu gratifiants, davantage de comportements à risque. On parlait d'une société un peu qui veut éviter le risque à tout prix. On va y revenir tout à l'heure. Et davantage de problèmes de santé aussi, donc ce n'est pas des outcomes qui parlent en politique publique, sont nécessairement désirables. Les jeunes qui ont interrompu aussi les études sans obtenir des diplômes, font des retours en formation, que ce soit pour obtenir des diplômes ou non, mais ça reste quelque chose de difficile. Hein? En 2001, parce que là, je ne vais pas aller rechercher, mettre à jour les statistiques, elles sont très difficiles à obtenir. Généralement, ça reste aux MELS ou aux misères, comme on l'appelle, mais MELSR. Et plus du tiers des 16-24 ans qui avaient interrompu leurs études sans premier diplôme n'étaient pas rejoints par l'éducation des adultes. Ceux qui effectuent un retour réinterrompent à nouveau dans des proportions relativement importantes, dépendant des formations dans lesquelles ils sont inscrits. Entre le quart et le tiers vont réinterrompre à nouveau. Donc, c'est pas évident, c'est le chemin, c'est le parcours du combattant. Ils rencontrent de nombreux obstacles aussi dans leur retour en formation. On peut parler d'obstacles dispositionnels, c'est-à-dire les dispositions, c'est-à-dire est-ce que de confiance en soi, d'avoir aussi des attitudes par rapport à la forme scolaire, ça veut être capable de rester assis sur une chaise pendant 2 heures, des choses comme ça qui sont quand même assez importantes dans notre système. Des obstacles situationnels aussi, avoir des enfants, rester, toutes sortes d'autres contraintes de santé. Des obstacles informationnels aussi qui sont, Adi va probablement en parler davantage plus tard, c'est-à-dire l'accès seulement à l'information par rapport à où s'inscrire ou par où commencer, et c'est principalement de ça dont je vais parler tout à l'heure, et des obstacles institutionnels, toutes sortes de barrières qui peuvent être dans leur chemin pour avoir accès à ces choses-là. Alors, ce que je vais faire, c'est vous présenter quelques données parce que c'est un peu là-dessus aussi qu'on peut reposer, on peut en discuter longtemps, mais c'est intéressant aussi de travailler sur des données. Donc, j'ai fait une enquête récemment sur les besoins d'orientation, qui était commandé par le FRQSC, le MES, un projet d'action concertée. Et à l'intérieur de ça, on a fait un sondage populationnel, c'est-à-dire un échantillon téléphonique aléatoire à la grandeur du Québec. On a rejoint 450 personnes, dont, sans diplôme, et c'est ça, c'est important, 450 personnes, mais de tous les âges. Et à l'intérieur de ça, il y a un sous-groupe que j'ai identifié, les 16-34 ans, parce que là, nos tranches d'âge n'étaient pas... si j'en avais pas assez pour faire quelque chose qui valait la peine, en me limitant aux 16-23 ans. À 34, qui dépasse un peu la prescription. Mais en fait, les 24-34 sont un peu moins pires que les plus jeunes encore. Donc, ce que je vais dire là, ça serait encore pire si on avait seulement les plus jeunes d'entre eux. Alors, on en a 28. Et on leur a posé toutes sortes de questions sur leurs besoins par rapport à l'information, sur la formation et le travail, sur du soutien dont ils pourraient avoir besoin pour retourner aux études, pour mieux s'orienter ou se trouver une place finalement, parce qu'on parlait de quête identitaire, mais trouver une place dans le monde. Alors, parmi ces personnes-là, on leur a demandé s'ils avaient envisagé un retour au cours des 5 dernières années ou pour ceux qui étaient allés depuis la dernière fois qu'ils avaient interrompu les études. Et sur les 28, il y en a 26 qui ont envisagé un retour. Donc, l'appétit à la formation est très élevé. Et quand on leur demande pourquoi, et c'est des raisons non concurrentes, bien sûr, développer des compétences pour l'emploi, bien sûr, développer des compétences pour soi ou sa famille, apprendre des choses pour prendre soin des enfants, tout ça. Pour faire des rencontres, des socialisations, au moins, c'est pas tellement ça, mais c'est quand même la moitié. Et pour obtenir un diplôme reconnu, c'est vraiment aussi quelque chose d'élevé. Dans l'ensemble des 450, dans la population, c'est 60%. Ici, c'est 26 sur 28. Alors, ils sont vraiment presque à 100% de ceux qui ont répondu à cette question-là. Vraiment, ils veulent. Pas parce qu'ils veulent, ils peuvent. Alors,
Le plus haut diplôme souhaité, il y en a juste 2, c'est aucun, parce que c'est ceux qui ont des formation. Le diplôme d'études secondaires, le DEP, et 9 qui parlent ou qui évoquent l'idée d'un diplôme d'études postsecondaires. Donc, il y a quand même des horizons relativement variés, quand même une bonne concentration sur la formation professionnelle, donc une formation qui débouche de façon plus évidente sur l'emploi, mais ce rôle de ce diplôme-là est quand même quelque chose d'assez prégnant dans l'esprit de ces jeunes-là. Alors, on les a aussi interrogés sur les services autour de l'orientation, parce que ce sont, là, on conçoit ça comme des services qui peuvent avoir trait à la question de l'orientation professionnelle, pris dans un sens relativement large, pas juste ce qui est donné par des conseils d'orientation, mais ce qui peut être donné par tout le monde. Et ce qu'ils ont reçu comme service, ce qu'ils souhaitent, et quand ils le souhaitent, pour ceux qui le souhaitent, s'ils savent où s'adresser pour les avoir en là, c'est là que les choses se compliquent. Alors, bon, on voit là-dessus qu'il y en a le quart à peu près qui ont reçu, même moins du quart dans la plupart des cas, qui ont reçu l'un ou l'autre de ces services-là, des services pour mieux se connaître, pour connaître les formations offertes, pour connaître le marché du travail. C'est un peu ça ce qu'ils ont eu le plus. Hein? S'orienter, se réorienter, trouver un emploi, faire un CV, ça aussi un petit peu plus. Mais ce qu'ils souhaitent, ils en souhaitent énormément. Hein? Et ça, il y en a 17 qui soient des services pour mieux se connaître, 20 pour connaître les formations à faire, 15, on pourrait les exprimer en termes de pourcentage, mais je suis toujours réticent à le faire en votre sens. Il y a quand même pas mal de monde, c'est assez répandu chez ces personnes-là. Et parmi ceux qui le souhaitent, il y en a pour la plupart du temps, la moitié ou plus, qui ne savent pas où s'adresser pour avoir ces choses-là, ces services-là. Et donc, ils sont relativement démunis à l'égard de ces recherches-là. Ils ne sont pas très bien rejoints par les services qu'on leur a conseillés. Ils cherchent des choses, mais ils sont un peu dans les mêmes par rapport à ça pour plusieurs. Encore là, un cumul, et ça ici on est dans les catégories de services, donc ce n'est pas le nombre de services, hein, je souhaiterais faire 3 CV, là, mais dans les 8 catégories qu'on avait. Hein, par rapport à ces 8 catégories-là, quand on leur demande, il y en a 13 qui n'ont reçu aucune de ces 8 catégories-là, donc la moitié environ, là, qui n'ont reçu aucun de ces services-là. Et il n'y en a que 5 sur les 28 qui n'en souhaitent aucun non plus. Je dis, non, moi, je n'ai pas besoin de ça. Dans l'ensemble de la population, les 450 qui couvrent les adultes de tous les âges et dans toutes les situations, c'est à peu près la moitié qui ne souhaitent aucun service. Là, c'est seulement 5 sur 28. Donc, ils sont quand même friands de ces services. Il y en a un de ces jeunes-là qui en souhaite une des catégories. Et il y en a 22 qui en veut 2 ou plus. Hein? Il y en a plusieurs qui en souhaitent 4, 5, ça j'aimerais mieux connaître le marché. J'ai besoin de beaucoup de ce soutien. Alors, parmi les jeunes livres non diplômés, il y en a qui ne désirent pas poursuivre leur formation. Hein? Il y en a 2 sur 28. Et je rappelle que c'est pas... c'est un peu différent. C'est vraiment un échantillon populationnel avec des sélections au hasard de personnes. Il peut quand même y avoir des biais d'échantillonnage, mais c'est dans une logique différente de quand on va dans un organisme et on sollicite des jeunes. Là. On est vraiment dans un échantillon populationnel malgré le petit nombre. Alors, certains ne désirent pas poursuivre leur formation pour obtenir un diplôme, mais ils sont loin d'être majoritaires. Bon. Là, on pourrait aussi analyser ça en termes de la prégnance de cette injonction sociale-là à obtenir le diplôme et tout ça, mais ils sont quand même friands de ce statut-là. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas aux études qu'ils ne voudraient pas étudier éventuellement la formation. Les projets de retour en formation sont toutefois fragiles. Hein, ils sont, comme on l'a dit tout à l'heure, peut-être parsemés d'obstacles. Et l'absence d'issue concrète peut mener à des situations de déroute et de découragement aussi. Bon, on l'a vu là, je suis sûr qu'on va en reparler aussi tout à l'heure. J'ai vu qui allait en discuter. Donc, il peut y avoir de ces situations-là de déroute et de découragement. Et il y a plusieurs de ces jeunes-là qui ont besoin d'accompagnement soutenu avant et aussi pendant le retour en scolarisation. Parce que c'est jamais gagné. C'est pour plusieurs de ces personnes-là avec qui j'ai fait d'autres études, on ne parle pas seulement de cette enquête-là, souvent le chemin du combattant. Hein, on fait face à de multiples obstacles. On reste aussi dans le doute bien souvent.
Il y a une forme d'ambivalence quant au retour en formation. On est dedans, mais on ne sait jamais si on est complètement dedans, jusqu'à ce qu'on arrive à cumuler, on arrive à se convaincre qu'on est capable. Leur demande de service est grande, mais leur connaissance des endroits où les obtenir est assez faible. Donc, la lisibilité de ces services-là dans notre société n'est pas très grande pour ces jeunes-là. Je vais revenir un peu sur la notion de NIF à l'égard de cette population-là, entre autres. C'est une notion qui est intéressante, on l'a dit tout à l'heure, parce qu'elle attire l'attention sur des jeunes susceptibles de vivre des précarités qui pourraient s'aggraver avec le temps. Hein, ce qu'on mentionnait tout à l'heure, 5 minutes de cette aggravation-là, avec le temps, on dit oui, ils ont très peu de capitaux, très peu de ressources, ça peut s'aggraver. Il y a des groupes qui sont comme ça, qui sont dans ces situations-là. Sauf que la catégorie, elle est statutaire et statique. C'est-à-dire, c'est le statut d'une personne. Donc, c'est un jeune NIF, mais ce n'est pas une personne, c'est sa situation. Hein? Et elle est susceptible de recouvrir des catégories beaucoup plus fondamentales pour l'insertion sociale et professionnelle, comme le fait d'avoir ou non un premier diplôme. Elle gagnerait, d'après moi, à devenir plus dynamique et plus processuelle, à s'inscrire dans un processus, un peu comme, si on fait référence à d'autres domaines sanitaires publics, le domaine où on a, dans le domaine de la santé publique, les ITSS, les infections transmises sexuellement par le sang, où on a commencé à dépister et à cibler des personnes à risque, ou des catégories de personnes à risque, des personnes homosexuelles, etc. Et on en est venu à plutôt trouver ça relativement inefficace parce qu'à l'intérieur de ces catégories de personnes-là, il y a beaucoup de variations. Et on en est venu à cibler davantage des comportements qui pouvaient être à risque, qui sont davantage liés aux outcomes qui nous intéressaient. Et à partir de là, les interventions sont avérées beaucoup plus efficaces. Donc là, ici, quand on cible des NIF comme étant des personnes plutôt que des situations, on risque de perdre l'efficacité. Donc, moi, je pense qu'il faudrait éviter à cibler davantage des situations et de les considérer aussi dans le temps, c'est-à-dire dans leur étendue, jusqu'où elles se prolongent, et de considérer les personnes qui sont dans ces situations-là selon aussi leurs autres caractéristiques. Si on revient à mes remarques introductives, et peut-être un peu à ce que Patricia Lalonde développait aussi, en un sens, être NIF, être mis en emploi, mis aux études, mis en formation, pendant un temps, au moins. Hein? Est-ce que ce n'est pas le sens profond de la jeunesse aussi? Hein? Dans le bas du fleuve, on dit jeunesse. Hein? Faire sa jeunesse, ça implique aussi pendant un moment d'être plus ou moins en marge, d'être en exploration par rapport aux institutions. Quand cette situation-là se prolonge de façon non volontaire, subie, dans la déroute, dans la souffrance aussi, c'est là qu'il y a un problème. Mais ce n'est pas une catégorie de personnes qui va dicter cette chose-là, c'est vraiment une situation. Et à cet égard-là, il faut faire attention aux impératifs, je dirais, ou aux injonctions gestionnaires, hein, vraiment ancrées dans la gestion axée sur les résultats, ce qu'on appelle la nouvelle gestion publique, qui ne vise que des liens d'efficacité. C'est-à-dire qu'il faudrait que tous les jeunes, en fait, au sortir bientôt, hein, si on entend les injonctions, il faudrait que 100% de la population à 6 ans et demi ait un diplôme universitaire. Là, c'est la tendance se maintient dans les injonctions publiques. Donc, ce genre d'efficacité-là, c'est pas le propre de la jeunesse qui a besoin d'un peu de bordel, un peu d'expérimentation pour se trouver. Hein? Je pense que le moins bon service qu'on peut leur rendre, c'est aussi d'arriver avec des politiques ou des injonctions qui sont trop coercitives dans cette matière-là, ou comme le dirait notre bon ministre Hamad, on veut votre bien et on va l'avoir. Il faut vraiment réfléchir cette catégorie-là sous un autre angle et vraiment mieux comprendre ses dynamiques et son prolongement dans le temps et son lien avec les autres caractéristiques.